Salut, j'espère que tout va bien du côté de chez toi. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises pratiques, des erreurs que je vois souvent quand les personnes démarrent une gestion différenciée, une tonte différenciée dans leur jardin. Donc, on va voir pourquoi, on va voir plein d'erreurs. On va voir aussi donc pourquoi c'est bien de réfléchir avant d'agir, pourquoi il ne faut pas confondre le non-agir, la tonte différenciée, le fauchage tardif, etc. On va voir aussi on va essayer d'éclaircir un peu cette différence entre tout ça, entre la tonte différenciée et le fauchage tardif. On va voir aussi pourquoi il ne faut pas faucher trop tôt dans la saison. On va aussi voir pourquoi il faut prendre en compte ses voisins dans toute cette histoire. Et on va voir pourquoi c'est parfois plus judicieux, encore une fois, de commencer petit en termes de fauchage tardif. Il y a certains cas où des fois il faut juste diminuer un petit peu la surface de là où on va. Des fois on voit un petit peu trop grand, on démarre un petit peu trop grand et on peut vite avoir tendance à se décourager. Donc on va voir comment et pourquoi c'est plus judicieux de commencer plus petit, de revenir sur une taille plus restreinte. Et voilà. Tout ça, c'est un retour d'expérience personnelle. Et aussi, dernièrement, en fait, j'ai discuté avec une personne qui vient tout juste de commencer à faire de la tonte différenciée dans son jardin. Et sa voisine s'est aussi mis en même temps. Donc, du coup, elles en discutaient. Et ce que je remarque souvent, et c'est ce que je lui ai dit, souvent, en fait, on va être motivé au printemps. On va se dire, ouais, trop bien, je vais faire de la tonte différenciée. Donc, je vais laisser pousser, je vais laisser la nature faire. Et si on n'y a pas un petit peu réfléchi en avance, on va se retrouver, comme là, à l'heure où je tourne ce podcast, on est en début juillet, et en fait, on se retrouve à cette période avec pas mal de grandes herbes. On commence à se sentir un peu plus petit dans son jardin, et du coup, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on ferait pas bien de couper ça? Est-ce qu'on ferait pas bien de faucher tout ça? En plus, c'est la période où ça va commencer à sécher. Les fleurs, elles vont arriver à la fin de leur cycle. Donc voilà, c'est une période difficile et je voulais justement faire ce podcast pour aider les personnes qui en sont là, parce que c'est vrai que j'avais fait un autre podcast il y a quelques mois sur la tonte différenciée, donc il y a peut-être des personnes qui me suivent qui ont commencé à faire ça, et je voulais faire une petite mise à jour, en reparler une nouvelle fois. Voilà, c'est l'été, et on va voir quelles sont les mauvaises pratiques. Voilà, on va essayer de creuser un petit peu pour peut-être éclaircir deux trois choses. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube ou vous me contactez sur mon site lepotagerminimaliste.fr, et j'y répondrai. Je réponds à tout le monde, et au pire, je ferai même un épisode de podcast si je vois que la réponse est trop longue. Bref. Et ce que j'ai répondu à cette dame quand elle m'a dit ça, c'est que je lui dis déjà la première chose finalement, c'est de se poser une question, c'est est-ce que ça craint en fait par rapport aux incendies? Est-ce qu'il y a des risques d'incendie de laisser comme ça cette végétation sécher, finir son cycle? Et parce qu'en fait le but c'est d'attendre donc fin août, début septembre on va dire, pour vraiment laisser toutes les fleurs finir leur cycle, laisser les insectes aussi passer l'été comme ça dans les herbes, et faucher fin août, début septembre, pour permettre aux plantes de... Parce qu'en fait, il y a toujours une repousse d'herbe fin août, début septembre, et du coup, de faucher juste avant cette repousse, c'est intéressant parce que du coup, après, on va pouvoir laisser pousser jusqu'à l'hiver. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire pour attendre jusqu'à fin août? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Donc déjà, la première chose que je lui avais répondu, c'est voilà, vérifier s'il n'y a pas de risque d'incendie, si tout est sec cet été et que je sais pas, votre voisin il fume des clopes et il balance ses cigarettes par la fenêtre, et juste en dessous, pas très loin, il y a votre jardin avec plein d'herbes sèches. Peut-être que ça serait intéressant de faucher ce coin-là, par exemple. Mais voilà, je pense qu'à part les risques d'incendie, je vois pas quelles sont les raisons pour lesquelles on irait couper tout ça. Il y en a quelques-unes, on va en parler. Donc voilà, passons aux 10 mauvaises pratiques, les 10 erreurs. Du coup, voilà, après cette discussion, je me suis dit, tiens, ça serait cool de faire un petit épisode. Donc, erreur numéro 1, la première erreur, c'est de choisir les zones
sans réfléchir. Donc, comme je disais, on peut vite se décourager si c'est mal géré, si on a mal pensé son projet de tonte aménagé, parce que oui, ça se réfléchit, ça se pense, ça se prévoit. Donc, comment? En fait, on va faire une sorte de plan d'action, quoi. C'est toujours mieux de penser aux problèmes auxquels on va avoir à se confronter. On parle souvent de pré-mortem, où on va plutôt se demander, voilà, est-ce qu'il vaut mieux apprendre de ses erreurs, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en commettre en premier lieu? En termes de gestion de tonte différenciée, pour moi, il vaut mieux ne pas en commettre en premier lieu, parce que voilà, après on peut vite se décourager. Euh, voilà, le savoir c'est vraiment une arme, et comprendre les tenants et les aboutissants de laisser la nature reprendre une partie de ses droits dans son jardin, bah, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne, et, euh, et de se demander en avance qu'est-ce qui va faire foirer le truc en fait. Et du coup, on en revient encore à l'observation et ensuite l'interaction, qui est le principe numéro un en permaculture. On va d'abord observer et après interagir. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire un petit plan papier, tout simplement, de ton jardin. Pas besoin que ça soit à l'échelle ou hyper super bien dessiné. Tu fais un plan de ton jardin, ta terrasse. Bon, si t'as une terrasse, t'auras pas de gazon, mais voilà, t'as compris. Si que t'as un petit jardin ou quoi, tu fais un petit plan. Et voilà, tu mets tu mets là où il y a le potager, là où il y a la cabane, etc. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est déjà ça. Mais voilà, peut-être pas tout de suite. Tu verras qu'avec les 10 conseils que je vais te donner, tu vas avoir plein de pistes. Mais déjà, faire un petit plan et voir si tout est cohérent, si tout va bien dans ton aménagement. Après, il te restera plus qu'à voir et à relever en fait où est-ce que il y aurait des potentiels problèmes. Tout à l'heure, je parlais du voisin qui jette sa cigarette. Ça peut être un problème. Donc, si t'anticipes pas de problème, bah soit bah, un jour ça peut arriver, le voisin il jette la clope et ça prend feu quoi. Mais voilà, il y a plein d'autres problèmes, comme on va le voir, comme par exemple éviter que les ronces commencent à envahir ton jardin, les choses comme ça. Ça peut être intéressant ou pour plein d'autres choses. Et donc déjà un petit plan, c'est super bien et du coup voilà. Et après, il te restera plus donc à avoir tous ces problèmes. D'ailleurs, si as commencé déjà cette année là, si tu as déjà fait euh, pousser un petit peu des prairies sauvages dans ton jardin, bah tu peux déjà aller observer, noter, bah tiens, ici, je trouve que ça m'embête peut-être pour circuler à tel ou tel endroit, ça m'embête pour accéder à tel endroit parce qu'il y a trop de branches, ou je vois que ça gêne toujours par rapport à ce voisin et sa cigarette, ou voilà, il peut y avoir plein de raisons, ça, je peux pas toutes les noter ici, mais à toi de voir, d'observer, profites-en si t'as pas encore coupé, bah d'aller voir, voilà, c'est quoi les problèmes en fait, et comment je pourrais régler ces problèmes. Donc toujours avoir cette démarche d'observation, bah, en fait ça évite de faire des erreurs, d'être déçu, d'abandonner des projets, voilà, toujours chercher à en avance, essayer d'anticiper un petit peu les éventuels problèmes et trouver des solutions au lieu de faire l'inverse, parce que dans le jardinage en nature, on est dépendant du rythme de la nature qui est lent, et du coup les leçons elles sont apprises, euh, elles mettent du temps à être apprises quoi. Donc voilà, au lieu d'abandonner son projet, on va plutôt chercher à le réintégrer dans son projet et dans son jardin, voilà, au lieu de se dire là, laisse tomber, je vais pas tondre, j'arrête de faire de la tonte raisonnée, ben non, on va chercher à voir quelles sont les solutions pour continuer, peut-être à plus petite échelle, de pratiquer cette tonte. Ensuite, la deuxième erreur, le deuxième problème, c'est de ne jamais faucher. La deuxième mauvaise pratique, c'est de ne jamais faucher. En fait, déjà, je t'invite, si t'as pas écouté le podcast qui s'appelle Ton différencié économise du temps et de l'argent grâce à la gestion différenciée de ton jardin, tu marques ça sur, euh, sur ton moteur de recherche, tu peux marquer Ton différencié potager minimaliste, tu devrais retrouver ce podcast. Et déjà, tu vas mieux comprendre comment on gère une tonte différenciée et un fauchage tardif. Et voilà, le but, c'est vraiment le but c'est pas de faire du non-agir,
Sinon, le problème, c'est que la succession écologique, c'est-à-dire que les ronces vont revenir, le but, voilà, si tu fais rien, en fait, si tu ne fauches jamais, si tu ne fauches pas ton jardin, bah, en fait, il va passer d'un gazon à une forêt. Ça va prendre du temps, mais voilà. Le but, c'est, nous, en venant faucher une fois ou deux par an, en faisant cette fauche tardive qui se fait à peu près une fois ou deux par an, comme je l'ai dit, à la fin de l'été et en hiver, eh ben, le but, c'est qu'on reste sur le stade de prairie, de gazon. Tu vois, on va pas aller vers le stade de forêt, parce que si jamais tu te dis, bah voilà, moi, cette partie là-bas, je m'en occupe plus, je touche à rien, eh ben en fait, chaque année, elle va évoluer, cette partie va évoluer, la nature va reprendre ses droits, les ronces vont revenir, tout un tas de plantes et d'arbres vont pousser naturellement, et la forêt va pousser, quoi. Et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Après, si c'est ce que tu cherches, bah oui, ne touche à rien. Mais si tu veux chaque année avoir juste une prairie et pas plus, eh ben il va falloir que tu fauches. Tu peux pas ne pas ne rien toucher parce que oui, tu vas te retrouver en galère avec des ronces, des orties, et toutes les plantes pionnières qui vont avoir des épines grandes de 3-4 cm. Et du coup, ça va être ouais, une zone impraticable, et c'est peut-être pas forcément ce que tu veux, mais bon, il y a peut-être des... Quand tu as un grand terrain, des fois c'est intéressant aussi pour avoir du bois de chauffage, etc., etc. Mais voilà. Deuxième erreur, c'est de ne jamais faucher. Si tu fauches pas, la nature va se réinstaller, il va y avoir des taupes qui vont faire des trous, des mottes de terre, des fourmilières, enfin ça va être la jungle. Donc le but, c'est vraiment de en faire le moins possible. Une fois ou deux par an, tu fauches, et au moins tu gardes comme ça cette prairie, tu la laisses se développer d'année en année. Si tu veux en savoir plus un petit peu sur la succession écologique, j'en avais parlé dans un autre podcast qui s'appelle Comment réveiller la forêt qui dort dans ton jardin. Et pareil, tu marques ça sur ton moteur de recherche, tu marques Comment réveiller la forêt qui dort dans ton jardin, le potager minimaliste, et tu vas retrouver tout ça. Donc, ensuite, la troisième erreur qui est de faucher trop tôt dans la saison. Comme je disais, là on est en juin-juillet, et voilà. Si tu fauches trop tôt dans la saison, tu vas perdre pas mal d'avantages à laisser ces prairies pousser. Par exemple, si tu as un verger ou si tu as un jardin-forêt, et ben en fait, le fait de pratiquer cette tonte différenciée, bah, tu vas naturellement laisser pousser les plantes, naturellement avoir plein de fleurs, plein de nectar, et tu vas attirer plein de pollinisateurs au printemps. Et la plupart des arbres fruitiers, c'est au printemps qu'ils vont faire leurs fruits, enfin faire leurs fleurs. Et c'est au printemps que le nombre, enfin c'est au printemps que la quantité des récoltes que tu vas avoir l'été se détermine en fait. Plus il va y avoir d'insectes pollinisateurs, plus il va y avoir de pollinisation, plus tu vas avoir de fruits l'été. Donc si toi tu fais de la tonte différenciée, mais que tu coupes, au bout d'un moment tu te décourages en mai, juin, et tu coupes avant que ton abricotier ou je ne sais quel autre arbre fleurisse, eh ben, du coup, tu perds l'intérêt d'avoir laissé pousser, laissé faire la nature, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant, si tu as un verger ou un jardin-forêt, de laisser plein d'endroits en fauchage tardif, et de vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'été, et c'est toujours bien. Donc déjà, l'avantage, c'est que tu as un printemps qui est magnifique, tu as plein de fleurs. Euh, Moi, cette année aussi, je commence même pas forcément des fleurs, mais j'ai faire des tests pour faire des bouquets séchés. C'est super joli, c'est super facile à faire. En plus, c'est une activité super plaisante. Là, il y a pas longtemps, j'ai trouvé dans un champ, j'ai trouvé un champ où il y avait énormément de trèfles rouges. Je crois qu'on les appelle les trèfles queue de renard, je crois, si je me trompe pas. Et en gros, c'est des gros trèfles rouges qui font des fleurs. Et c'est super joli. Et du coup, j'en ai cueilli. Et là, je les fais sécher. Et voilà, tu peux faire des super bouquets de fleurs à offrir ou à garder. Et des bouquets de fleurs que tu gardes en plus très longtemps, plusieurs années, hein, des bouquets secs. Enfin bref, tu vas avoir un joli printemps, tu vas avoir plein de fleurs, tu vas pouvoir manger ces fleurs, tu vas pouvoir faire des tisanes de ces fleurs, tu vas pouvoir faire des bouquets séchés. Et bien sûr, bah, en fait, ça va être une énorme réserve de biodiversité. Et qui dit biodiversité, bah,
Éventuellement, tu vas te retrouver aussi avec des prédateurs qui sont utiles pour ton potager. Si par exemple, tu as beaucoup de pucerons, peut-être que tu vas avoir, grâce à toutes ces fleurs, toute cette vie, tu vas avoir plein de coccinelles qui vont venir. Pareil, si ça va héberger plein de vie, plein de faune sauvage, et il y a cette faune qui va se réguler, on va dire. C'est mieux d'avoir une grande réserve de biodiversité. La diversité, c'est beaucoup mieux que la monoculture, enfin la monoversité, je sais pas comment on dit ça, mais c'est beaucoup mieux d'avoir de la diversité pour justement qu'il y ait une régulation. Et tout n'est jamais parfait, mais c'est toujours mieux. Il y a toujours quand même un meilleur côté euh, des choses, même si au final tout est contrasté, tout est contrasté. Bah oui, des fois il y a quand même un avantage justement à faire revenir plus de biodiversité. Ensuite, la 3 ou 4e erreur, je sais plus, la prochaine mauvaise pratique, donc c'est faucher après la pluie, tout simplement. Si tu dois faucher, par exemple cette année, il y a pas mal de pluie, donc si tu dois faucher, essaye de voir un jour où il n'a pas plu depuis 1, 2, 3 jours. Comme ça, c'est à peu près sec et c'est beaucoup plus facile. On verra plus tard, hein, tu peux utiliser la faux, justement, on va le voir dans la prochaine mauvaise pratique. Mais voilà, le but c'est vraiment de faucher un jour où c'est à peu près sec, tu vois. Si tu fauches derrière, je sais pas, s'il pleut pendant 3 jours et que toi tu fauches le 4e jour, ça va être la galère. Quel que soit le matériel que tu utilises, ça va être chiant, ça va être lourd, ça va être les arbres vont être couchés, ça va pas être du tout pratique. Ta tondeuse, elle va bourrer ou quoi, mais bon, même si c'est pas le mieux d'utiliser une tondeuse, on va voir. Mais voilà. Ensuite, la mauvaise pratique suivante, c'est d'appliquer la fauche à la tondeuse, justement. On va pas tondre sa zone de prairie, de fauche tardive. On va pas venir avec la tondeuse pour la tondre, sinon on va galérer en fait. La tondeuse c'est bien pour des herbes qui vont de je sais pas, 20, 30 cm. Au-delà, ça commence à être un petit peu galère. Il faut commencer à lever la tondeuse. Et après, il faut commencer à utiliser d'autres outils. Et justement, j'en ai quatre outils à te filer. Donc le premier outil, c'est la faux, la bonne vieille faux. Voilà, c'est la faux. Voilà quoi, c'est le manche avec l'espèce de serpette au bout comme ça. Et la faux, c'est super bien, ça marche super bien. C'est aussi rapide qu'un rotophile, qu'une débroussailleuse. Ça utilise pas d'essence, juste de l'huile de coude. Et alors bien sûr, si tu as 100 hectares, je te conseille peut-être pas forcément de faire 100 hectares à la faux, mais voilà, pour les petits terrains, les moyens terrains, ça va super bien. Et en plus, si tu as plusieurs faux et plusieurs bras, ça va encore mieux. Donc la faux, c'est vraiment l'outil idéal pour couper comme ça couper tes zones de fauche tardive, tes zones de prairie. Ensuite, deuxième outil, ça va être le rotophile, la débroussailleuse. Donc c'est toujours pareil que la faux en gros. Hein. Si tu as 100 hectares, le rotophile ça va être compliqué. Mais voilà, c'est un petit ou moyen jardin, plusieurs rotophiles, plusieurs bras, c'est encore mieux. Pour moi, voilà, la faux et le rotophile, c'est équivalent. Après, voilà, la faux, le seul petit bémol, j'ai envie de dire, par rapport au rotophile, c'est que le rotophile, on peut aller plus dans la précision, faire des bordures, des trucs comme ça, alors que la faux, on va plus être, on fait un geste tout simplement de droite à gauche, tac, et ça va couper. On peut pas être dans la précision, les bordures et tout, mais voilà, justement dans ce cas où on fait des zones de prairie, la faux c'est hyper bien. Le rotophile, c'est bien aussi, mais voilà. Si justement tu as 100 hectares et à ce moment-là, utilise un tracteur, hein, tac, et fais les foins, tout simplement. Et ce que tu peux faire aussi, le quatrième outil justement, c'est les chèvres. Voilà, ça peut être intéressant. Éco-pâturage, tout ça, voilà, fais des recherches, renseigne-toi autour de chez toi, est-ce qu'il y a des services d'éco-pâturage, est-ce que tu connais quelqu'un qui a des chèvres, qui pourrait les amener sur ton terrain quelques jours, peut-être un petit peu plus, et voir si, ce qui est intéressant avec les chèvres, c'est que vraiment elles mangent tout, et elles peuvent te manger même les ronces,
contrairement aux chevaux par exemple. Si tu peux amener des chevaux, c'est bien, mais le cheval, il va pas manger la ronce, il va manger les herbes, tout ça, mais il va laisser la ronce. Et la ronce, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas forcément envie de laisser s'installer. Donc vraiment, quand on met des chèvres, on est sûr que ça va tout bouffer. Après, bien sûr, les chèvres, voilà, il va falloir les parquer pour pas qu'elles aillent manger ailleurs, parce qu'elles mangent aussi les feuilles des arbres, les branches aussi, les branches neuves, enfin les branches, les branches de l'année. Donc voilà. Pardon. Ensuite, mauvaise pratique suivante. Ça va être, justement, on en parlait au début, des voisins. On va essayer de ne pas envahir les voisins. Donc là où j'ai appliqué la tonte raisonnée là, cette année, je t'en ai parlé dans l'autre podcast et en début de ce podcast, on a fait l'erreur justement de ne pas laisser... en fait, il y avait une séparation avec le voisinage, avec le voisin, pardon, et donc c'était un grillage. Donc voilà, il y a un grillage et le voisin derrière, et on a laissé donc la tonte, enfin, on a laissé une zone de fauchage tardif, une zone où on a tout simplement laissé pousser l'herbe, hein, et du coup, bah l'herbe, elle est contre le grillage et ça peut avoir tendance à dépasser un petit peu chez le voisin. Donc si après le voisin c'est ton pote, ça devrait aller. Mais voilà, si le voisin lui, et justement dans ce cas-là, c'était le cas. S'il a un grand gazon de presque 100 hectares de tondu qui tond tous les week-ends à ras nickel avec arrosage automatique et tout, et que tu fais déborder des plantes chez lui, il va pas être content. Voilà. Donc à ce moment-là, moi ce que je conseille, c'est vraiment voilà, tu fais une petite largeur le long du grillage. Tu peux faire un passage de tondeuse quand tu fais ta tonte normale, ta tonte raisonnée, ta tonte différenciée. Et ben à ce moment-là, tu vas le long du grillage et tac, tu fais un petit chemin à ras du grillage, où tu peux faire ça aussi avec ta débroussailleuse. Et comme ça, au moins, ça laisse une délimitation, une limitation. Et voilà, il n'y a rien qui dépasse chez le voisin. Et en plus, ça peut être intéressant parce que si en plus tu as la ronce qui commence à s'installer, bah, il n'y aura pas chez le voisin. Et du coup, voilà, tu auras un voisin avec qui tu pourras faire des barbecues cet été sans engueulade. Donc voilà. Et aussi, un truc, ce que tu peux faire aussi, c'est dans cette zone-là où tu tombes, bah pourquoi pas, ce qui peut être intéressant. Là, c'est un peu le cas aussi justement chez une cliente chez qui je fais le design de son jardin. Bah en fait, le long de ce grillage, elle a son potager et du coup, le voisin c'est pareil, il a son potager et du coup, bah voilà, quand ils sont au jardin, ils peuvent discuter, ils peuvent échanger. Donc ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas de se dire bah bon, on va essayer de pas être trop envahissant au côté grillage, mais pourquoi pas faire un petit potager pour aller, je sais pas où mettre quelques framboisiers, quelques plantes pour être là de temps en temps et pourquoi pas échanger avec le voisin, etc. Mais bon, ça c'est bonus, ça c'est à toi de voir quelles sont les relations avec ton voisinage. Mais dans tous les cas, je conseille quand même voilà, de respecter un peu ses voisins et c'est normal. Bref, la mauvaise pratique suivante, ça va être de faire un fauchage tardif en lisière de forêt. Alors toujours sur l'endroit où on a fait ce fauchage tardif cette année, c'est que donc d'un côté il y avait ce grillage avec le voisin et le super gazon, et de l'autre côté il y a un voisin, c'est complètement l'inverse. Il a carrément laissé pousser une forêt. Voilà, c'est carrément une forêt sauvage et du coup pareil, le problème c'est qu'on a laissé donc l'herbe pousser, on a laissé la zone de prairie, le fauchage tardif s'installer, et le problème c'est quand tu fais ça à côté d'une forêt, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben la forêt, elle se dit ouais c'est super, il y a toute la place pour avancer, et ben c'est qui celui qui est en première tête de la forêt pour faire avancer la forêt, celui qui est en première ligne, celle qui est en première ligne, c'est la ronce. Et du coup, quand la ronce s'installe, voilà, je te souhaite pas que ça arrive, parce que franchement, la ronce, c'est une galère à enlever, euh, c'est une galère à gérer. Après, c'est une super plante, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie, surtout si on n'est pas chez soi, etc., etc. Après, si t'es chez toi et que ça te dérange pas qu'il y ait de la ronce, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la ronce, c'est un peu chiant. Donc, si tu veux pas que la ronce commence à s'installer dans ton jardin, après la ronce c'est bien, hein, ça fait des murs, c'est super bien et tout, mais
Mais voilà quoi. Donc si t'as pas envie que la ronce s'installe, pareil, tu refais un chemin. Pareil, tu fais un chemin, tu vois, entre la forêt de ton voisin et son grillage, qui lui d'ailleurs n'a pas respecté du tout son voisin. Bref, tu refais un passage, tac, entre la forêt de ton voisin et ta zone de tonte différenciée. Tu fais un petit passage à la tondeuse, au pire t'en fais deux allers-retours, ça fait bien large, et paf, ça te fait aussi une balade, c'est hyper intéressant en fait. Parce que du coup, tu vas aller te balader comme ça derrière ta zone, le long du grillage du voisin avec la forêt, et tu vas pouvoir observer la forêt. En fait, c'est hyper intéressant en fait. C'est même beaucoup mieux, moi je trouve, que de se dire bon bah c'est pas grave si la ronce s'installe. Bah non. En vrai, tu fais un petit chemin comme ça derrière et ça te fait une super balade agréable, je pense. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on va faire justement dans notre cas. Voilà, pareil, tu peux faire aussi un potager, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, fais plutôt un petit chemin pour aller marcher près de la forêt, ça va être vraiment hyper intéressant et rafraîchissant l'été. Ensuite, petite mauvaise pratique suivante, et ça c'est une mauvaise pratique malheureusement qui est assez embêtante. Et en tout cas, voilà, ce que je te conseille, c'est de surveiller tes animaux domestiques. Si t'as un chat, un chien, et que tu pratiques la tonte différenciée, bah voilà, surveille, parce que surtout en plus, si ton voisin, il a fait comme mon voisin là, qu'il a laissé une forêt et que toi, tu vas faire une zone de fauchage tardif, eh ben, voilà, c'est les tiques. Le problème, ça va être les tiques, ces petites bestioles là qui viennent planter leur tête sous ta peau et de tous les autres mammifères de la forêt. Et du coup, voilà, ça transmet la maladie de Lyme, une maladie qu'on a du mal à soigner. Je sais pas s'il y a des remèdes, je sais qu'il y en a un petit peu dans d'autres pays ou quoi, où on arrive mieux. Enfin, je suis pas du tout professionnel dans la maladie de Lyme, mais voilà, on n'a pas envie de la choper. Et, euh, et du coup, voilà, qui dit forêt en plus, parce que bon, tu peux en avoir. Si ton voisin, il a un gazon tondu à ras, si tout autour de chez toi, tu as des gazons tondus à ras, et que toi, tu laisses un petit peu de prairie, il n'y a pas trop de risques. Mais si, à côté de chez toi, tu as une forêt, et qu'en plus, tu as un petit ruisseau, ou tu as des zones un petit peu plus humides, tu vois, tu as de l'eau comme ça sous terre, et à certaines zones qui sont un peu plus humides, des fois, sur les terrains. Et ben là, je te dis, tu as le forêt, zone humide, plus fauchage tardif, c'est tic à volonté. Donc voilà, si t'as de la chance, t'en auras peut-être pas, mais la plupart du temps, il y a des tics. Donc voilà, essaie de faire attention à ça par rapport à tes animaux. Ils vont sûrement aller se balader, ils adorent les plantes, ils adorent les coins un peu sauvages, hein, on connaît. Donc voilà, surveille-les quand même les premiers temps, au printemps. Surveille-les, voilà, si tu as l'habitude de les caresser, tu vas le voir naturellement. Voilà, ils ont souvent des tics, et si tu vois qu'ils ont vraiment des tics à répétition, souvent et tout, donc peut-être qu'il va être plus judicieux de réduire, comme je disais, l'espace. Tu vois, au pire tu te dis bon bah cette année je vais peut-être pas, parce que si tu laisses beaucoup de place, on en revient toujours à ce principe de diversité. Si tu laisses d'un coup de la place à la nature, bah en fait ça va laisser un gros vide, une sorte de vide, hein. Ça peut être con, on se dit ouais je vais laisser plein de plantes, bah en fait ça va faire plein de diversité. Bah non, il y a du temps, comme je disais, la nature elle met du temps à évoluer, à faire ses successions écologiques, à, à reprendre sa place. Et du coup, bah voilà, tu laisses beaucoup de plantes, il y a beaucoup de plantes qui vont sortir, et du coup, ça va être un nouveau, un peu le Far West. Il y a plein d'animaux qui vont dire, oh là là, il y a plein de places là-bas, venez, on y va. Et du coup, bah voilà, les tiques, s'ils arrivent, en général, ils arrivent en premier, hein, on va dire. Souvent, ils sont là, et du coup, tant que voilà, t'auras pas des prédateurs, au passage, en prédateur du tic, tu peux avoir la taupe, le hérisson, la poule, les musaraignes, toutes les choses comme ça. Tant que t'as pas attiré tous les prédateurs, tant que les prédateurs sont pas au courant qu'il y a plein de tiques, et ben en fait ils vont pouvoir se multiplier, donc ça va être long. Plus la zone est grande, plus tu vas avoir de tiques, et plus il va falloir du temps pour que ça se régule. Donc si toi, quand tu dis bah voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de tiques quand même dans cette zone, je vais essayer de la diminuer un petit peu, et du coup ils vont avoir moins de place, ils vont moins pouvoir, ça va les limiter dans leur développement, et du coup ça va aussi laisser du temps à la nature d'appliquer cette autorégulation,
et du coup, petit à petit, tu pourras augmenter sans que tu aies des invasions de tiques. Voilà. Comme disait d'ailleurs Bill Mollison, je crois, ou c'est David Holmgren, non, je crois que c'est Bill Mollison qui disait ça. Il disait, tu n'as pas un problème de limaces dans ton jardin, mais tu as une carence en canard. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Si t'as pas un problème de tiques, t'as un problème de musaraigne, taupe, hérisson ou de poule. Les poules, ça peut être intéressant, mais faut faire gaffe. Pareil, la musaraigne, la taupe, le hérisson, la poule, ils mangent les tiques, mais ils se font aussi prendre par les tiques. Donc, à surveiller aussi si t'as des poules. Donc, voilà. L'erreur, la mauvaise pratique suivante, ça va être de faire qu'un seul fauchage. Alors, du moins quand on est débutant, on est encore en phase d'observation sur cette pratique. Donc moi, ce que je conseille, c'est justement quand tu es débutant, de commencer par au moins 2 fauchages. Donc t'en fais un, comme je disais, en août et un autre à l'hiver. Et comme ça, voilà, tu évites voilà, comme ça, tu tâtes un petit peu le terrain, tu vois comment ça se passe, parce que des fois, le fait de faire juste une fauche par an, en fait, tu vas te rendre compte qu'à certains endroits, comme je disais, tu vas avoir les taupes qui vont commencer à faire des galeries, à faire des mottes, tu peux avoir des fourmilières qui s'installent, etc., etc. Donc, le fait d'intervenir au moins 2 fois dans l'année, voilà, tu vas être amené donc à observer, à devoir voilà comment ça se passe. Bon là, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop ça me dérange pas trop finalement. Ça se passe bien. Donc peut-être que l'année prochaine, j'essaierai de faire juste une fauche sur 2. Enfin voilà. Ce que je veux dire, commence pas tout de suite par faire déjà 0 fauche. On a vu pourquoi il faut pas faire 0 fauche parce que sinon c'est la forêt qui s'installe. Mais commence pas non plus par une seule fauche. Essaye déjà 2 fauches, voir comment ça se passe. Une en août et une à l'hiver, fin d'été, hiver. Et si tu vois que ça se passe bien, après tu pourras peut-être en faire juste une. Peut-être le mieux c'est de commencer l'été, hein, bien sûr. Puis tu peux te dire j'en fais qu'une l'été et quand tu deviendras professionnel réputé de la tonte différenciée, là tu pourras peut-être trouver le jour idéal qui est peut-être le 12 janvier à 4 heures pour faire la seule tonte, enfin la seule fauche de l'année. Mais voilà, commence déjà tranquille, commence petit encore une fois, et fais deux fauches, comme ça au moins t'as toujours l'œil un peu de ce qui se passe, et après tu verras, t'adapteras avec au fur et à mesure du temps, quand tu connaîtras ton terrain, quand tu connaîtras comment ça se passe chez toi. Bref, et ensuite, donc là c'est la 10e et dernière mauvaise pratique, la 10e erreur, c'est de trop attendre les années pluvieuses. Donc à l'heure où je tourne ce podcast, on est en été 2024 et on a eu un printemps très pluvieux. Les zones qui ont eu de la tonte différenciée, c'est plus des prairies, c'est des jungles. C'est énorme, surtout si on a eu de la pluie, du soleil, vraiment une météo presque pas tropicale mais presque. Et là, ça a très très bien poussé. Donc voilà. Le problème, donc, dans les années comme cette année-là, là on est début juillet, quand il pleut beaucoup, ça pousse beaucoup et finalement on se retrouve avec des plantes encore bien vertes au mois de juillet et peut-être même tout l'été si ça continue. Le problème, c'est que l'été, il y a un truc, c'est que il y a beaucoup de vent. Il y a aussi le fait que les plantes, elles sont arrivées un petit peu à leur... même s'il continue à pleuvoir, elles vont arriver un petit peu à leur fin de cycle. Et du coup, elles vont plus trop pousser. Elles vont arriver aussi à une certaine hauteur qui fait que elles vont elles vont avoir plus de prise au vent. Et du coup, le vent, il va avoir tendance à coucher ces herbes et de plus en plus. Et en fait, du coup, ça devient... plus ces herbes sont couchées, plus elles ont du mal à se relever parce que des fois les herbes vont être couchées par la pluie, par le vent, mais avec un peu de soleil, un petit peu de sécheresse, on va dire, un petit peu de soleil, elles vont pouvoir se redresser, mais au bout d'un moment, elles ont du mal à se redresser, elles restent couchées comme ça. Et on arrive comme ça, elles vont rester couchées tout l'été, et arrivé fin août, début septembre, au travers de ces herbes couchées, qui ont finalement un peu pourri, entre guillemets, qui ont mouru, qui sont mortes, couchées comme ça, et il va y avoir, comme je dis, la repousse de fin d'été
fin août, début septembre, et du coup, il y a des plantes qui vont pousser au travers de ces plantes, et là, ça va devenir vraiment limite mission impossible pour tondre à la fin de l'été. Tu vas arriver mi-août, fin août pour faire ta tonte, et en fait, il y aura déjà des plantes qui vont repousser au travers, ça va être le bordel, tout va être couché. Donc, moi, ce que je te conseillerais par exemple pour cette année, si t'as pas l'habitude, c'est ta première tonte différenciée, essaye peut-être de faire une coupe là dès que tu vois que, je sais pas si tu vois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, l'herbe elle reste couchée, elle se relève pas malgré le beau temps, et ben peut-être voilà, si tu as la plupart de tes zones qui sont comme ça avec de l'herbe couchée, bah, peut-être qu'il serait temps de peut-être de faire un petit peu une petite coupe. Tant pis pour cette année, mais tu seras bien content de pas galérer à la fin de l'été avec tout ce qui va repousser par-dessus. Donc hésite pas à observer, à voir comment ça se comporte, voilà, et comment s'il fait il fait beau pendant 2 3 jours et que les arbres restent couchés, il serait peut-être temps de faire quelque chose avant que ça devienne ingérable le truc. Donc voilà. Pour rappel donc, en tonte différenciée, on sélectionne dans son jardin où l'on veut tondre pour profiter de l'espace. Donc en premier lieu, tu as ton plan, comme je disais, avec toutes les mauvaises pratiques que je viens de te faire, ce que je viens de te donner, et l'ancien podcast sur la tonte différenciée, là, que tu marques tonte différenciée potager minimaliste, tu retrouveras ce podcast. Et ben là, tu as ton petit plan, et du coup, juste pour rappel, ce que tu veux, c'est de d'abord sélectionner des zones dans ton jardin où tu veux tondre pour profiter de l'espace. Faire un foot avec tes enfants, mettre une terrasse pour manger cet été, mettre une piscine ou je sais pas quoi. Et, euh, et à ce moment-là, tu dis, bah là, ici, hop, jetons normalement, régulièrement. On fera peut-être un épisode spécial sur comment on tombe un peu plus haut, etc. Mais bon, je vais pas te faire un épisode. En gros, tu montes la hauteur de coupe et tu tombes plus haut et du coup, t'as moins besoin de... Enfin, du coup, ton herbe, elle reste plus verte plus longtemps. Bref. Donc déjà, tu sélectionnes sur ton plan différentes zones. Voilà, là je veux faire ci, là je veux faire ça, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, et ben en fait tu crées tout simplement des chemins pour relier ces zones. Voilà, t'es pas obligé de faire des chemins déjà à angle droit, ça sert à rien. Et de toute façon, quand tu vas vouloir le faire avec la tondeuse, tu vas pas, voilà, les chemins, tu vas les fais-les au pif un petit peu. Tu sais que tu veux passer par là, et puis par là, et puis comme je disais, le chemin qui va mener derrière la zone de fauche et la forêt, par exemple. Et bien voilà, tu sais que tu vas faire un chemin derrière, le long du grillage du voisin, il va repartir là, il va aller là, tac. N'hésite pas, donc comme je disais, à faire des chemins un petit peu comme ça en serpentin. Et voilà, le but, voilà, créer tes zones, relie tes zones avec des chemins. Et le but, voilà, ça va être tout simplement de tondre tout ça, en fait, tondre ces zones. Et d'ailleurs, voilà, vraiment, je t'invite à aller écouter ce podcast. Et là, j'explique tout. Je vais pas refaire le podcast ici. Comment on tond, comment on fait, combien de fois par an, etc., etc. De quelle manière on tond pour pas dézinguer toute la biodiversité. Voilà. Voilà. Si tu veux tondre plus régulièrement et ne pas faire de fauche tardive, comme je disais, voilà, la fauche tardive, c'est une fois ou deux par an, tu vas couper. Et ben à ce moment-là, je t'invite tout simplement à te reporter à tes ressources. Finalement, c'est quoi? Avec quoi tu tonds? Est-ce que tu as une tondeuse? Est-ce que tu as une faux? Est-ce que tu as une débroussailleuse? Voilà. Essaie de voir et adapter en fonction de ce que tu as. Si tu n'as pas de débroussailleuse ni de faux, eh ben tu vas pas pouvoir faire de la tonte différenciée, ça va être compliqué quoi. Si tu vas pouvoir tondre peut-être plus bas à ces endroits que tu veux garder bien tondus et plus haut aux autres endroits, mais voilà, comme je disais, tu vas pas pouvoir laisser pousser jusqu'à 20 30 centimètres, 30 40 centimètres allez de gazon, et après au-delà ça commence à être compliqué à la tondeuse. Donc voilà, tu peux toujours le faire, tu auras quelques pissenlits, quelques plantains et tout ça, mais voilà. Le mieux c'est au moins d'avoir une faux peut-être, et au final bah tu peux le faire, je sais pas, une fois par an, une fois par mois, une fois toutes les 5 ou 6 semaines, ça dépend des années, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses, mais voilà.
Si tu veux tondre plus régulièrement et pas juste une fois ou deux par an, c'est possible. Mais à ce moment-là, je t'invite à voir avec le matériel que tu as, est-ce que c'est possible ou pas, et comment est-ce que je mets ça en place. Donc voilà, tu auras toujours économisé un petit peu de temps de tonte, tu auras toujours moins de temps à passer à tondre, mais vraiment le mieux c'est la tonte de une fois ou deux par an. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, toute cette tonte que tu fais, bah, ça peut être intéressant de la remettre au pied des arbres, dans ton potager, au pied de tes haies, etc., etc., au compost. Voilà, n'hésite pas à réutiliser la tonte si tu ramasses et oublie pas que la tonte, si tu la mets en paillage, si tu mets trop épais, elle va chauffer, donc on veut éviter que ça chauffe. Donc voilà, fais des petits paillages pas très épais, mais n'hésite pas à en mettre un petit peu de partout, c'est très intéressant. On peut même faire pousser des patates dans la tonte en faisant des sortes de lasagnes avec un petit peu de tonte, de compost de terre. Je l'ai fait, ça marche super bien, c'est pas mal de boulot. Mais voilà, si tu arrives à avoir du bon compost, de la tonte et de la terre, eh ben, c'est vraiment intéressant de planter les patates dans tout ça. Et voilà, encore une fois, on a vu qu'observer et comprendre son environnement, on en revient toujours à ça, à l'observation, principe numéro 1 de permaculture, observer et interagir. On en revient toujours à ça, c'est vraiment la première étape. Euh, Réfléchir avant d'agir pour ne pas se décourager, comprendre son environnement et voilà. Au lieu de voir, au lieu de voir la végétation sauvage comme une nuisance, voilà comme une opportunité. Chaque plante qui pousse comme ça spontanément, elle t'indique quelque chose sur la qualité de ton sol, sur les besoins de ton sol, sur ce qui se passe dans ton sol. Et je t'invite à t'intéresser aux plantes bioindicatrices. Peut-être que j'en parlerai dans un futur podcast. Et voilà, si tu retardes comme ça la tonte, le fauchage, même comme je disais, juste une fois toutes les 5-6 semaines, tu tonds certaines zones plus régulièrement et d'autres un peu moins, bah déjà tu donnes à la nature un petit peu de temps pour te montrer encore une fois ce que ton jardin a à te dire, parce que c'est vraiment les plantes, en lisant, en observant les plantes, en cataloguant, j'allais dire, mais en répertoriant toutes les plantes qu'il y a dans ton jardin, bah, tu peux facilement comprendre comment ça se passe dans ton sol, où il en est dans ses carences, dans plein de choses, et qu'est-ce qui se passe sous le sol. Et voilà, tu laisses de la place et t'en apprends sur ton sol. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton voisin avec sa forêt ou son gazon. N'hésite pas à lui partager et ça lui fera comprendre peut-être comment ne pas louper sa tonte différenciée. Comme ça, vous allez pouvoir échanger à ce sujet-là. N'hésite pas aussi à partager à d'autres personnes, à partager sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait vivre le podcast. Donc sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!